Ne bougez pas. Faites comme si vous étiez encore dans le coma, a chuchoté l'infirmière alors que ma conscience revenait lentement après l'accident. Moins d'une minute plus tard, la porte s'est ouverte. Ne dépense pas 1 euro de plus. Annule sa rééducation, a dit ma mère froidement. Sa voix ne contenait aucun chagrin. Ma sœur a gloussé. Je vais prendre l'hôtel particulier et sa Porsche. Elle n'en aura plus besoin. Je m'appelle Élodie. J'ai 38 ans. Jusqu'à cet horrible accident, je pensais avoir une famille qui m'aimait. J'ai bâti un immense empire de boutiques de luxe à partir de rien et j'ai subvenu à tous leurs besoins. Mais alors que j'étais prisonnière de mon propre corps paralysé, totalement incapable de parler ou de bouger le moindre muscle, j'ai réalisé une vérité terrifiante. Elles ne pleuraient pas mon état. Elles célébraient déjà leur héritage soudain. Ma mère s'est penchée vers mon lit. Dis au médecin d'arrêter la kinésithérapie, a-t-elle ordonné à ma sœur. Une fois qu'elle sera officiellement déclarée dans un état végétatif, nous pourrons liquider les magasins. Elles ont ri doucement tout en se partageant le travail de ma vie. Mon cœur hurlait dans ma poitrine. Elles pensaient que j'étais une enveloppe sans vie. Elles pensaient que je ne pouvais pas entendre leur plan tordu pour détruire ma vie. Mais elles avaient tort. Dès que leurs pas se sont estompés dans le couloir de l'hôpital, j'ai forcé mes paupières lourdes à s'ouvrir. J'ai regardé l'infirmière qui se tenait discrètement dans le coin. Je ne pouvais pas parler, mais mes yeux transmettaient un ordre clair et désespéré. Appelez mon avocat. Au moment où leurs pas se sont évanouis dans le corridor, mon infirmière Clémence a bougé rapidement. Elle s'est dirigée vers la porte lourde et a tourné le verrou. Un clic sec a résonné dans la pièce calme. Elle s'est approchée de mon lit et a sorti une petite lampe stylo de sa poche de blouse. Regardez en haut, a-t-elle chuchoté. J'ai déplacé mes yeux vers le haut. Regardez en bas. J'ai obéi. Clémence a laissé échapper un long soupir. Elle a vérifié mon moniteur de fréquence cardiaque. Syndrome d'enfermement, a-t-elle murmuré. Votre cerveau fonctionne pleinement. Vous êtes complètement consciente de tout ce qui se passe autour de vous, mais votre système nerveux central bloque vos muscles. Vous êtes paralysé. Ne paniquez pas. Je suis de votre côté. Je sais que vous pouvez entendre chaque mot. Je l'ai fixé du regard. J'étais désespérée de demander pourquoi une étrangère prenait un risque aussi massif pour moi. Clémence a semblé lire la question frénétique dans mes yeux. Votre sœur est venue dans l'unité de soins intensifs il y a 1 heure, a expliqué Clémence, en gardant sa voix basse. Elle était extrêmement arrogante. Elle a menacé de faire renvoyer un aide-soignant pour un café en retard. Je méprise les gens qui traitent le personnel hospitalier comme des serviteurs jetables, mais son attitude n'est pas la raison pour laquelle j'ai verrouillé la porte. Clémence a mis la main dans sa poche et a sorti son smartphone. J'étais en train de réapprovisionner le chariot de fournitures médicales près du salon des familles. Je l'ai vue se cacher dans le coin. Elle passait un appel téléphonique discret. Elle regardait sans arrêt autour d'elle pour voir si quelqu'un l'écoutait. Quelque chose semblait totalement anormal, alors je me suis tenue derrière le mur et j'ai appuyé sur enregistrer. Clémence a tapoté l'écran et a placé l'appareil près de mon oreille. La voix de Béatrice a résonné clairement à travers le haut-parleur. Elle parlait à un homme qu'elle appelait son avocat. Il discutait du dépôt de documents juridiques d'urgence dans le département du Rhône. La cible principale de ce dépôt juridique était ma fille de 8 ans, Luna. Mon sang s'est glacé. Depuis l'accident de voiture, Luna restait à la maison avec une nounou temporaire. Ma société de vente au détail avait autorisé les fonds pour payer une garde d'enfants 24 heures sur 24. C'était un environnement parfaitement sécurisé, mais Béatrice ordonnait explicitement à son avocat d'invalider cet arrangement. La nounou n'a aucune garde légale formelle, a argumenté Béatrice sur l'enregistrement. Ma sœur est essentiellement un légume maintenant. L'enfant n'a aucun tuteur légal compétent présent. Je voulais hurler. Je voulais arracher les perfusions de mes bras, sauter du lit et lui briser la mâchoire. Béatrice complotait activement pour appeler l'aide sociale à l'enfance. Elle exigeait que son avocat force l'intervention de l'ASE d'ici demain matin. Puis une deuxième voix a parlé sur l'enregistrement.
C'était ma mère. Monique semblait tout à fait calme et calculatrice. Il n'y avait aucune hésitation dans son ton. Assurez-vous que l'avocat comprenne que je ne peux absolument pas prendre l'enfant, a ordonné Monique. Dites simplement à l'aide sociale que je suis trop vieille. Dites-leur que ma tension artérielle est trop élevée. Je ne peux pas supporter le stress d'élever une enfant de 8 ans. Béatrice a laissé échapper un rire sec. Exactement. Une fois que la gamine est placée dans le système de placement familial, nous contrôlons tout le récit. L'État prend la garde de l'enfant et nous prenons le contrôle des comptes bancaires. L'enregistrement s'est terminé. Clémence a verrouillé son téléphone et l'a rangé. Le silence dans la chambre d'hôpital était étouffant. Elle ne volait pas seulement mon empire commercial. Elle jetait délibérément ma petite fille à l'État. Elle voulait que Luna soit perdue dans le système de placement pour qu'elle ne puisse pas s'opposer à leur héritage. La trahison ultime brûlait dans mes veines. Ce n'était plus une question d'argent ou d'affaires. C'était une question de survie brute. J'ai concentré toute ma rage intense dans mes yeux. Clémence s'est approchée davantage, son expression sérieuse. « Je sais que vous ne pouvez pas parler », a-t-elle dit doucement. Clignez des yeux une fois pour oui, 2 fois pour non. Voulez-vous que je contacte quelqu'un à l'extérieur de l'hôpital? J'ai cligné des yeux une fois. D'accord, nous allons parcourir l'alphabet. Arrêtez-moi à la bonne lettre. Cela a pris plusieurs minutes atroces. Mes yeux brûlaient, mais je les ai forcés à bouger. LEFBVRE. Maître Lefebvre, a confirmé Clémence. Mon avocat d'affaires. Lefebvre. Il était la seule personne possédant l'expertise juridique et l'impitoyabilité absolue pour combattre ma famille. Je vais lui envoyer un message tout de suite, a promis Clémence. Il doit savoir que vous êtes réveillé. À 6 heures le lendemain matin, Maître Lefebvre a franchi les portes de l'unité de soins intensifs sans aucune résistance. Il a totalement contourné la réception parce que son nom figurait officiellement comme mon contact d'urgence principal. Il est entré dans ma chambre et a verrouillé la porte derrière lui. Clémence se tenait tranquillement dans le coin, surveillant le couloir à travers la petite fenêtre vitrée. Lefebvre a tiré une chaise en plastique près de mon lit. Il a ouvert sa mallette en cuir usé et a étalé plusieurs dossiers juridiques épais sur la table roulante. Son visage était pâle et sa mâchoire contractée. Lefebvre a regardé directement dans mes yeux. Il a expliqué que la situation s'aggravait bien au-delà d'une bataille de garde pour Luna. Béatrice s'activait agressivement pour s'emparer de tout ce que je possédais. Elle demandait formellement au tribunal de Lyon une mise sous tutelle d'urgence. Lefebvre a détaillé ce que cela signifiait. Si le juge accordait cette demande, Béatrice aurait une autorité légale absolue sur ma vie. Elle pourrait dicter mes traitements médicaux, autoriser la vente de ma maison et contrôler chaque euro que j'avais gagné. L'audience au tribunal était prévue pour la semaine prochaine. Mais le processus de tutelle prenait du temps, et Béatrice était impatiente. Lefebvre a désigné un document spécifique à l'intérieur du dossier rouge. C'était une procuration financière durable. Lefebvre a révélé que Béatrice avait présenté ce document exact à ma banque d'affaires principale hier après-midi. Elle s'en était servie pour exiger un accès immédiat aux comptes d'exploitation principaux de la société. Le directeur de la banque a temporairement gelé les comptes en attendant un examen juridique par leur équipe de conformité interne, mais Béatrice faisait pression. Elle menaçait de poursuivre la banque s'il ne libérait pas les fonds d'ici vendredi. Lefebvre a tenu le papier pour que je puisse voir la ligne de signature. C'était ma signature. Chaque boucle et chaque angle semblaient parfaitement exacts. Mais Lefebvre a secoué la tête. Il avait examiné des centaines de mes contrats au cours de la dernière décennie. Il a déclaré avec assurance que je n'avais jamais signé ce document. Il a souligné une légère marque d'hésitation sur la dernière lettre. Lefebvre a expliqué le piège juridique auquel nous étions confrontés. Selon la loi française, une procuration financière durable accorde des pouvoirs étendus immédiatement après la signature. Béatrice pourrait vendre mes magasins, liquider le stock de l'entrepôt ou vider les réserves de trésorerie avant même que l'audience de tutelle n'ait lieu. Lefebvre soupçonnait Béatrice d'avoir falsifié la signature récemment,
probablement juste après l'accident de voiture, lorsqu'elle a réalisé l'étendue de mes blessures. Cependant, prouver une falsification au tribunal sur la base de simples soupçons était impossible. Lefebvre a exposé la dure réalité. S'il allait voir un juge maintenant et affirmait que j'étais réveillé, les avocats de Béatrice contre-attaqueraient instantanément. Ils soutiendraient que mon cerveau était gravement endommagé, que j'hallucinais et que Lefebvre manipulait une femme handicapée pour garder lui-même le contrôle de l'empire commercial. La bataille juridique s'éterniserait pendant des années devant les tribunaux civils. Béatrice viderait la société entre-temps, ne laissant rien pour Luna. Nous avions besoin de preuves concrètes et indéniables d'un crime. Lefebvre a exposé la stratégie. Il s'est penché plus près et m'a dit que je devais rester complètement silencieuse. Je devais continuer à jouer le rôle d'une victime paralysée en état de mort cérébrale. C'était le seul moyen de maintenir Béatrice et Monique en confiance. L'arrogance mène à des erreurs fatales. Alors qu'elle pensait que personne ne regardait, Lefebvre exécuterait une contre-offensive numérique. Il m'a rappelé l'installation du système de sécurité au siège social l'année dernière. J'avais insisté sur un système de sauvegarde cloud secondaire caché que seul Lefebvre et le directeur informatique connaissaient. Béatrice ne savait pas que ce système secondaire existait. Lefebvre a découvert que Béatrice avait utilisé son code d'accès familial d'urgence pour passer 3 heures seule dans mon bureau de direction privée il y a 2 jours. Il soupçonnait qu'elle avait utilisé ce temps ininterrompu pour s'entraîner à ma signature et tamponner le document frauduleux en utilisant mon sceau officiel de bureau. Lefebvre travaillait déjà avec un expert en cybercriminalité privée. Ils essayaient activement de contourner les protocoles de cryptage pour extraire les fichiers vidéo des serveurs cloud. Le processus d'extraction était complexe et nécessitait du temps pour éviter de déclencher des alarmes réseau jusqu'à ce que Lefebvre sécurise ses images. Je devais endurer ma prison physique. Il a rangé les dossiers dans sa mallette et s'est levé. Il a serré fermement mon épaule, promettant qu'il ne les laisserait pas gagner. Il est sorti de la chambre, me laissant seule pour affronter la journée à venir. Depuis ce matin-là, ma chambre d'hôpital s'est transformée en un champ de bataille divisé entre la lumière et l'obscurité. Pendant la journée, j'endurais une exécution psychologique. Monique et Béatrice venaient chaque après-midi. Elles jouaient leur rôle à la perfection devant le personnel médical. Monique tenait ma main inerte et versait de fausses larmes. Béatrice posait au médecin des questions répétitives sur mon activité cérébrale inexistante, feignant une profonde inquiétude. Mais au moment où la porte lourde se refermait et que nous étions seuls, leur masque tombait entièrement. Elles se tenaient au-dessus de mon lit et discutaient de ma destruction avec une désinvolture terrifiante. Le mardi après-midi, Béatrice feuilletait nonchalamment un magazine de mode tout en annonçant sa prochaine étape. Elle a regardé Monique et a annoncé qu'elle renvoyait la nounou de Luna le lendemain matin. Béatrice a expliqué son raisonnement avec un sourire froid. La nounou était le seul obstacle restant protégeant ma fille. En mettant fin à son emploi immédiatement, Béatrice créerait une crise de logement d'urgence instantanée pour Luna. Béatrice avait l'intention d'appeler l'agence de nounou en se faisant passer pour moi à l'aide de la procuration médicale frauduleuse et d'annuler le contrat. Elle prétendrait que la succession ne pouvait plus assumer le tarif horaire en raison de mes factures médicales catastrophiques. Monique a acquiescé sans aucune culpabilité. Elle a ajouté qu'elle préviendrait les autorités de l'État dès que la nounou aurait quitté la maison. Elle laissait intentionnellement une enfant de 8 ans abandonnée dans une maison vide pour forcer le gouvernement à l'emmener. Mon cœur martelait violemment contre mes côtes. Je voulais les étrangler toutes les deux. Je devais rester parfaitement immobile, fixant le plafond d'un regard vide pendant qu'elles orchestraient l'enlèvement de ma fille. La cruauté pure de leur plan a allumé un feu à l'intérieur de ma poitrine. Ce complot spécifique est devenu le carburant exact dont j'avais besoin pour survivre. J'ai avalé la bile qui montait dans ma gorge. J'ai forcé ma respiration à rester superficielle et régulière. Je ne pouvais pas cligner des yeux rapidement ni montrer de pics de fréquence cardiaque sur les moniteurs. J'ai enterré cette rage explosive au plus profond de mon esprit. J'ai accumulé chaque rire arrogant, chaque parole cruelle et chaque détail vicieux de leur plan. J'ai tout gardé pour l'obscurité. Lorsque le soleil se couchait et que le service se calmait, ma résurrection physique commençait.
Clémence désactivait les alarmes sonores de mes moniteurs et verrouillait la porte. Elle faisait venir un kinésithérapeute privé nommé Mathieu. Lefebvre l'avait embauché secrètement et l'avait fait entrer par l'ascenseur de service. Mathieu était spécialisé dans les traumatismes neurologiques graves. Il ne perdait pas de temps avec la pitié. Il traitait mon corps paralysé comme une machine cassée qui avait besoin d'un redémarrage agressif. Les séances de kinésithérapie étaient une torture absolue. Mes muscles s'étaient gravement atrophiés. Les voies reliant mon cerveau à mes membres étaient complètement dormantes. Mathieu a commencé par le bas de mon corps. Il pliait mes genoux avec force et manipulait mes articulations pour briser la raideur rigide. La douleur était aveuglante. J'avais l'impression que des éclats de verre dentelé broyaient l'intérieur de mes os. Je me mordais la lèvre inférieure si fort que je sentais le goût métallique du sang. J'ai refusé de laisser échapper le moindre gémissement. Mathieu m'a ordonné de me concentrer entièrement sur mon système nerveux. Il m'a dit de commander à mes jambes de bouger en utilisant ma seule volonté. J'ai fermé les yeux et j'ai visualisé les signaux électriques descendant le long de ma colonne vertébrale. Chaque fois que l'agonie physique menaçait de me faire perdre connaissance, j'imaginais Luna. Je la voyais assise seule dans cette grande maison, attendant une nounou qui n'arriverait jamais. J'entendais Béatrice rire alors que les travailleurs sociaux emmenaient ma petite fille. Cette image horrifiante a balayé la douleur physique. J'ai repoussé les mains de Mathieu. La sueur coulait sur mon front et trempait les draps de l'hôpital. Mes poumons brûlaient pour avoir de l'oxygène. J'ai concentré chaque once de ma volonté dans mon pied droit. J'ai ordonné aux nerfs morts de s'activer. Pendant 2 heures chaque nuit, j'ai mené une guerre silencieuse et brutale à l'intérieur de mon propre corps. Mes orteils ont fini par frémir. C'était un mouvement microscopique, mais Mathieu l'a senti. Il a immédiatement appliqué plus de pression sur mes mollets et a exigé que je pousse plus fort. J'ai serré la mâchoire et j'ai enfoncé mon talon vers le bas. Les muscles de ma cuisse se sont contractés violemment. Une crampe massive a saisi ma jambe, mais j'ai accueilli cette sensation atroce. La douleur signifiait que les nerfs se réveillaient enfin. La douleur signifiait que je revenais dans mon corps. J'ai passé le reste de la nuit à forcer mes articulations à se plier, préparant mes jambes à se tenir entre ma fille et les monstres qui essayaient de la détruire. Exactement 10 jours plus tard, le smartphone de Lefebvre s'est éclairé avec un fichier vidéo récupéré avec succès sur le serveur cloud. Lefebvre s'est précipité dans ma chambre d'hôpital pendant l'heure du déjeuner. Il ne s'est pas embarrassé de politesse. Et a ouvert son ordinateur portable et a incliné l'écran vers mon lit. L'équipe de cybercriminalité avait contourné le cryptage. Les images étaient d'une clarté cristalline. Elles montraient mon bureau de direction privée. Béatrice était assise à mon bureau en acajou. Elle tenait une pile de documents juridiques et un stylo. La caméra a zoomé légèrement alors qu'elle traçait méticuleusement ma signature sur la procuration financière durable. Elle tenait un de mes chèques annulés à la lumière en comparant l'écriture. C'était la preuve indéniable d'un crime. Nous avions l'arme et nous avions la coupable sur bande. Mais Lefebvre a refermé l'ordinateur portable avec un lourd soupir. Avoir les preuves n'était que la moitié de la bataille. Le temps jouait rapidement contre nous. Il a sorti une lettre froissée de la poche de sa veste. C'était un avis officiel de l'aide sociale à l'enfance. Béatrice avait déposé sa requête avec succès. Monique avait formellement soumis sa déclaration de refus de prise en charge. La bureaucratie d'État se déplaçait avec une efficacité terrifiante lorsqu'un enfant était prétendument abandonné. L'avis stipulait qu'un travailleur social arriverait à ma maison ce vendredi à midi pile. Ils allaient retirer Luna des lieux sous escorte policière si nécessaire et la placer dans un centre d'accueil d'urgence en attendant une audience de garde permanente vendredi. Il ne nous restait que 48 heures. Mon cœur battait contre les fils du moniteur sur ma poitrine. Lefebvre m'a prévenu que si l'ASE emmenait Luna dans le système, la récupérer prendrait des mois de litiges brutaux. L'État ne rendait pas facilement les enfants aux familles impliquées dans des enquêtes pour fraude active. Nous ne pouvions pas les laisser la prendre en premier lieu. L'audience de tutelle d'urgence sur mes actifs était prévue pour samedi. Béatrice prévoyait d'organiser un événement massif pour célébrer sa prise de pouvoir.
Tout convergeait vers ce seul week-end. Lefebvre est parti préparer les derniers dépôts juridiques. L'après-midi s'est étiré jusqu'au soir et le couloir animé de l'hôpital est devenu complètement silencieux à la fin des heures de visite. Les néons crus se sont tamisés pour devenir un faible bourdonnement. Clémence est entrée dans ma chambre pour ma préparation nocturne à la kinésithérapie. Elle a vérifié mes signes vitaux et a tendu la main vers la sangle de levage pour m'aider à m'asseoir. Je l'ai regardée et j'ai secoué la tête. Clémence s'est arrêtée. Elle a compris l'ordre silencieux. Je ne voulais pas de son aide ce soir. J'avais besoin de savoir exactement ce que mon corps pouvait faire par lui-même. Je me suis concentrée entièrement sur ma sangle abdominale. J'ai ordonné à mes muscles abdominaux dormants de se contracter. Lentement, atrocement, j'ai enfoncé mes coudes profondément dans le matelas. Mes épaules tremblaient de manière incontrôlable sous l'effort soudain. J'ai fait levier avec tout le poids du haut de mon corps et j'ai déplacé mes hanches vers le bord du lit. La sueur me brûlait les yeux. J'ai balancé ma jambe droite par-dessus le bord, suivie de la gauche. Mes pieds nus ont touché le sol froid en linoléum. La sensation était vive et concrète. J'ai saisi la barrière de lit en métal avec les deux mains. Mes articulations sont devenues blanches. J'ai pris une inspiration profonde et saccadée. J'ai visualisé Luna préparant une petite valise, pleurant pour une mère qu'elle pensait être en état de mort cérébrale. J'ai poussé vers le bas contre la barrière. Les muscles de mes cuisses ont hurlé de protestation. Mes genoux tremblaient violemment. J'ai verrouillé mes articulations. J'ai relâché ma main droite de la barrière. J'ai tenu l'équilibre. Puis j'ai lâché avec ma main gauche. Le silence dans la pièce était absolu. Je me tenais debout sans aucune aide. La gravité tirait lourdement sur ma silhouette affaiblie, menaçant de me traîner au sol. J'ai refusé de tomber. J'ai compté les secondes dans ma tête. 1, 2, 3. Chaque fibre musculaire vibrait d'un épuisement extrême. 4. 5. 6. Clémence se tenait à quelques pas, les mains tendues en l'air, prête à me rattraper. Elle retenait son souffle. 7, 8, 9. J'ai regardé droit devant moi le mur blanc de l'hôpital, ne voyant que le visage de ma fille. J'ai saisi la barrière du lit et je me suis lentement abaissée sur le matelas. Ma poitrine se soulevait alors que je cherchais mon air. Clémence s'est précipitée vers moi et m'a essuyé le front avec une serviette fraîche. Elle n'a pas parlé, mais des larmes coulaient sur ses joues. Ma prison physique était enfin brisée. Mon corps était prêt pour leur destruction. Le vendredi soir, l'allée circulaire de mon hôtel particulier en banlieue lyonnaise était remplie de véhicules de luxe. Béatrice avait convoqué tout le conseil d'administration, les directeurs régionaux et nos principaux partenaires de la chaîne d'approvisionnement pour un sommet d'urgence. Elle avait déguisé le rassemblement en une mise à jour critique de la situation de l'entreprise. En réalité, c'était son couronnement absolu. À l'intérieur de mon vaste salon, un personnel de restauration embauché circulait avec des plateaux d'argent remplis de champagne et d'amuse-bouche chaud. L'atmosphère bourdonnait de conversations basses et tendues. Béatrice se tenait près de la cheminée massive en pierre, tenant salon avec les vice-présidents. Elle portait ma robe en soie noire sur mesure, celle-là même que j'avais achetée pour un gala l'année dernière. Elle avait dévalisé mon dressing principal et drapé mon collier de diamants autour de sa gorge. Monique circulait avec aisance dans la foule, jouant le rôle de la mère dévastée mais résiliente. Elle acceptait les condoléances polies de mes partenaires commerciaux, hochant la tête solennellement tout en sirotant un vin coûteux payé par les comptes de ma société. Béatrice a tapé une cuillère en argent contre sa flûte en cristal. Le tintement aigu a coupé les bavardages. Les cadres se sont tus et ont tourné leur attention vers le centre de la pièce. Béatrice a affiché un sourire triste et entraîné. Elle a remercié tout le monde d'être venu pendant une tragédie familiale aussi difficile. Elle a parlé de mon horrible accident avec un chagrin fabriqué, tamponnant les coins de ses yeux secs. Puis son ton a radicalement changé pour devenir purement calculateur et commercial. Elle a annoncé que le tribunal avait officiellement accordé sa requête juridique ce matin même. Le juge avait signé la tutelle d'urgence sans délai.
Béatrice a brandi un dossier juridique épais, l'agitant légèrement pour les faits. Elle a déclaré qu'elle possédait désormais une autorité légale totale et inébranlable sur mes décisions médicales et l'ensemble de mon portefeuille financier. Parce que j'étais définitivement frappée d'incapacité et confinée à un lit d'hôpital, le conseil d'administration avait besoin d'un leadership décisif pour maintenir la stabilité du marché et la confiance des investisseurs. Sans demander de vote, elle s'est officiellement présentée comme la nouvelle présidente directrice générale par intérim de l'Empire de Luxe. Quelques membres chevronnés du conseil ont échangé des regards nerveux, mais personne n'a osé objecter. Béatrice contrôlait les parts majoritaires maintenant. Elle tenait l'ordonnance du tribunal entre ses mains. Béatrice ne s'est pas arrêtée là. Elle a fait les 100 pas avec confiance devant la cheminée et a fait une transition fluide vers son prochain point à l'ordre du jour. Elle a affirmé que l'entreprise nécessitait une injection immédiate de capital pour restructurer la logistique des entrepôts. Pour financer cette transition, elle a déclaré qu'elle faisait un lourd sacrifice personnel. Elle a regardé les plafonds voûtés de ma maison et a soupiré lourdement. Elle a annoncé que la propriété était simplement trop grande et contenait beaucoup trop de souvenirs douloureux de mon destin tragique. Elle a informé les cadres que la propriété serait inscrite sur le marché de l'immobilier commercial dès lundi matin. Elle liquidait ma maison pour consolider son pouvoir au sein de l'entreprise. Les invités ont levé leurs verres. Ils ont porté des toasts à la nouvelle directrice et à l'avenir de la société. Monique a applaudi bruyamment, ses yeux brillant d'un triomphe absolu. Elle se festoyait des restes de ma vie. Alors qu'elles célébraient leur victoire volée, l'air frais de la nuit à l'extérieur restait parfaitement immobile. Un lourd fourgon de transport noir s'est garé silencieusement le long des grilles de sécurité en fer forgé de ma propriété. Les phares se sont éteints immédiatement. Le moteur tournait au ralenti avec un bourdonnement bas et régulier. À l'intérieur de la cabine sombre, la tension était palpable. J'étais assise sur le siège passager modifié. Je ne portais plus une blouse d'hôpital délavée et stérile. Clémence m'avait aidé à me changer pour enfiler un tailleur bleu marine bien coupé avant que nous ne traitions secrètement les papiers de sortie médicale. Lefebvre était assis sur le siège avant, vérifiant l'heure sur sa montre bracelet. Il a regardé les fenêtres éclairées de l'hôtel particulier. Il s'est tourné vers moi et a fait un seul signe de tête sec. Le temps de l'attente et de la dissimulation dans l'ombre était terminé. Lefebvre est sorti du véhicule dans le vent frais du soir. Il s'est dirigé vers l'arrière du fourgon et a ouvert les lourdes portes métalliques. L'élévateur hydraulique a ronronné doucement alors qu'il abaissait un fauteuil roulant motorisé sur l'asphalte. Clémence est sortie ensuite, portant mon kit d'urgence au cas où l'effort physique extrême déclencherait un effondrement neurologique. Lefebvre a tendu les mains. Je me suis penchée en avant, serrant fermement ses avant-bras. Il a stabilisé mon corps et a soigneusement guidé ma silhouette sur le siège en cuir du fauteuil roulant. J'ai ajusté ma posture immédiatement. J'ai placé mes pieds fermement sur les repose-pieds rigides. J'ai lissé les plis de ma veste. J'ai regardé directement à travers les barreaux de fer de la grille la lumière vive qui s'échappait des fenêtres de mon salon. J'ai agrippé les accoudoirs. L'infiltration était sur le point de commencer. Juste au moment où Béatrice s'éclaircissait la gorge devant le microphone pour lire la déclaration officielle de prise de contrôle, les lourdes portes d'entrée en chaîne du salon ont été violemment poussées. Le fracas du bois frappant le mur a instantanément fait taire la foule. Lefebvre a franchi le seuil. Il a poussé mon fauteuil roulant directement au centre de la pièce. Des dizaines de cadres d'entreprise, de directeurs régionaux et de partenaires commerciaux se sont figés. La pièce a sombré dans un silence de mort étouffant. Personne ne respirait. Monique se tenait près de la table de buffet. Le verre à vin en cristal a glissé de ses doigts et s'est brisé sur le sol en marbre. Le vin rouge s'est répandu autour de ses talons de créateur comme du sang. Béatrice serrait le pied du micro si fort que ses articulations étaient blanches. Toute couleur s'est retirée de son visage. Elle me regardait comme si elle voyait un fantôme. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. Je n'ai pas dit un seul mot. Je l'ai simplement regardée avec une froideur pure et calculée. Le véritable horreur pour ma mère et ma sœur n'avait même pas encore commencé.
J'ai placé mes deux mains fermement sur les accoudoirs du fauteuil roulant. J'ai posé mes pieds à plat sur le sol. J'ai contracté mes muscles et j'ai poussé vers le bas. Lentement, délibérément, j'ai soulevé mon corps du fauteuil. Je n'ai pas tremblé. J'ai redressé ma colonne vertébrale et je me suis tenue parfaitement droite devant toute l'assemblée. Un halètement collectif a résonné dans le salon voûté. Plusieurs membres du conseil ont fait un pas en arrière sous le choc. J'ai fait un pas en avant. Le clic sonore de ma chaussure contre le marbre a résonné comme un coup de feu. J'ai fait un autre pas, mettant une distance directe entre moi et le fauteuil roulant. Je n'étais plus la victime paralysée en état de mort cérébrale qu'elle pleurait quelques secondes auparavant. J'étais la propriétaire absolue de cette maison, et j'avais le plein commandement. Lefebvre n'a pas perdu une seule seconde en discours dramatique. Il s'est dirigé droit vers la console multimédia intégrée au mur du salon. Il a sorti un câble HDMI de sa mallette et l'a branché directement sur son ordinateur portable. L'écran de télévision géant au-dessus de la cheminée s'est allumé. Les images de la caméra cachée de mon bureau de direction ont rempli l'écran. Tout le monde dans la pièce a regardé en haute définition alors que Béatrice falsifiait méticuleusement ma signature sur les documents financiers. Des murmures de choc absolu ont éclaté parmi les vice-présidents, mais Lefebvre n'avait pas fini. Il a appuyé sur le bouton suivant. La vidéo s'est effacée et l'enregistrement audio que Clémence avait capturé dans le couloir de l'hôpital a retenti à travers les haut-parleurs du système Surround. La voix arrogante de Béatrice a rempli la pièce, discutant de sa stratégie juridique pour saisir mes biens. Puis la voix froide et calculatrice de Monique a résonné sur les murs. Les cadres ont écouté dans un silence horrifié ma mère ordonner explicitement à l'avocat de mentir à l'aide sociale à l'enfance. Ils l'ont entendu planifier fièrement l'abandon de sa petite fille de 8 ans au système de placement familial juste pour libérer le chemin vers mes comptes bancaires. L'audio a mis à nu leur manque total d'humanité. Les invités, dont beaucoup connaissaient ma famille depuis des années, se sont agités mal à l'aise. Certains secouaient la tête avec un dégoût pur. L'image soigneusement construite de la famille endeuillée et désespérée s'est brisée en 1 million de morceaux irréparables. Les partenaires commerciaux qui venaient de porter un toast à Béatrice la regardaient maintenant avec une répulsion absolue. Le directeur financier de ma chaîne de magasins a immédiatement sorti son téléphone et s'est éloigné de la foule, appelant rapidement l'équipe juridique de l'entreprise pour geler chaque contrat que Béatrice avait touché. La réalité de sa destruction publique a fini par briser la santé mentale de Béatrice. Elle a hurlé hystériquement. Elle a lâché le micro et s'est précipitée à travers la pièce vers la console multimédia. Elle avait l'intention de fracasser l'ordinateur de Lefebvre pour arrêter l'enregistrement. Elle n'a jamais atteint la table. 2 hommes massifs en costume sombre sont sortis de l'ombre près de l'entrée. Lefebvre avait engagé des agents de sécurité privés pour ce moment précis. Ils ont agi avec une efficacité brutale. Ils ont intercepté Béatrice en plein élan. Un garde a saisi son épaule droite tandis que l'autre se saisissait de son bras gauche. Ils lui ont tordu les mains derrière le dos et l'ont immobilisé fermement. Béatrice se débattait sauvagement, donnant des coups de pied et hurlant que les preuves étaient entièrement fabriquées. Monique s'est effondrée sur le canapé le plus proche. Elle a couvert son visage de ses mains tremblantes. Réalisant qu'il n'y avait pas d'issue, la prise de pouvoir était officiellement morte. Les sirènes hurlantes des voitures de police de la gendarmerie ont percé l'air de la nuit, mettant officiellement fin à la pathétique tentative de coup d'État orchestrée par ma mère et ma sœur. Les gyrophares rouges et bleus ont illuminé les visages choqués des cadres présents dans mon salon. Des officiers en uniforme ont fait irruption par les portes d'entrée, les mains posées sur leurs ceinturons. Ils n'ont pas posé de questions. Lefebvre avait déjà transmis les mandats d'arrêt directement au commissariat. Les gardes de sécurité privés ont immédiatement remis Béatrice à la police. Un officier a lu ses droits à Béatrice alors que les menottes en acier froid se refermaient brusquement autour de ses poignets. Elle ne luttait plus. La réalité d'une cellule de prison avait enfin écrasé son esprit arrogant. Monique est restée figée sur le canapé. 2 policiers se sont approchés d'elle, lui ordonnant de se lever et de placer ses mains derrière son dos. J'ai regardé la police escorter ma mère et ma sœur hors de ma maison. Je n'ai ressenti absolument aucune pitié.
Je n'ai ressenti aucun regret. Les liens biologiques qui nous unissaient avaient été définitivement rompus au moment précis où elles avaient essayé de vendre ma petite fille à l'État. Dès le lundi matin, Lefebvre a officiellement soumis les disques durs cryptés et les relevés bancaires au bureau du procureur. Les procureurs n'ont pas hésité. Les preuves vidéo et les enregistrements audio constituaient un dossier solide et indéniable. Le système de justice pénale a fonctionné avec une efficacité brutale. Béatrice a fait face à des accusations criminelles pour faux et usage de faux documents médicaux, escroquerie et détournement de fonds. Parce qu'elle avait utilisé une procuration frauduleuse pour accéder à des systèmes bancaires, les enquêteurs financiers ont pris en charge l'aspect monétaire de l'affaire. Monique a été poursuivie pour complicité de fraude, mais son accusation la plus grave était la dénonciation calomnieuse et le parjure. Elle avait intentionnellement menti sous serment sur des documents officiels soumis à l'aide sociale à l'enfance. Les procédures judiciaires n'ont pas duré des années, car face aux preuves numériques accablantes, leurs avocats de la défense les ont forcés à accepter un accord de plaidoyer pour éviter les peines maximales. Le juge a fait preuve d'une clémence absolument nulle lors de l'audience de détermination de la peine. Béatrice a été condamnée à 10 ans de prison ferme. Monique a été condamnée à 5 ans dans un établissement d'État. Le tribunal a ordonné la saisie immédiate des comptes bancaires personnels et des biens de Béatrice pour payer les réparations directes des fonds de l'entreprise qu'elle avait réussi à détourner pendant son bref mandat illégal. Elles ont perdu leur liberté, leur argent volé et leur réputation sociale. Elles étaient complètement en faillite dans tous les sens du terme. Une fois la tempête juridique calmée, j'ai conduit directement au centre d'hébergement temporaire pour récupérer Luna. Quand j'ai franchi la porte, ma fille a lâché ses jouets et a couru se jeter dans mes bras. Je l'ai soulevée du sol et je l'ai serrée fort contre ma poitrine. La kinésithérapie éprouvante, la douleur nerveuse atroce et le silence terrifiant de l'hôpital en valaient la peine pour ce seul moment parfait. Je l'ai ramenée dans notre foyer. La maison était calme, parfaitement sûre et enfin débarrassée de l'avidité toxique. J'ai repris mon poste dans l'entreprise la semaine suivante. Le conseil d'administration m'a accueilli avec un respect absolu et une loyauté incontestable. J'ai immédiatement promu Clémence à un poste de direction administrative au sein de mon initiative de santé d'entreprise, m'assurant qu'elle n'ait plus jamais à faire face à un parent arrogant dans un service hospitalier. J'ai également créé un fonds de défense juridique spécifiquement conçu pour aider les patients vulnérables à lutter contre l'exploitation médicale et financière. Mon horrible accident m'a volé ma mobilité physique pendant quelques semaines, mais il m'a donné une clarté mentale absolue. Les gens confondent souvent la biologie avec la loyauté inconditionnelle. Ils croient que le partage de l'ADN crée automatiquement un lien d'amour et de protection. C'est un mensonge toxique et dangereux. Le sang ne fait pas la famille. La vraie famille se définit strictement par les personnes qui se tiennent farouchement à vos côtés lorsque vous êtes totalement sans défense. La famille, c'est l'infirmière qui risque sa carrière pour protéger une patiente paralysée. La famille, c'est l'avocat qui bâtit une forteresse autour de vous quand les loups rôdent. Cette histoire est une leçon puissante sur la résilience et la véritable nature des liens humains. Elle nous rappelle que même dans les moments où nous sommes les plus vulnérables, notre force intérieure et notre volonté de protéger ceux que nous aimons peuvent accomplir des miracles. Élodie a dû affronter la trahison la plus cruelle, celle de son propre sang, pour découvrir qui était réellement là pour elle. La loyauté ne s'achète pas et elle ne se transmet pas forcément par les gènes. Elle se prouve par les actes, surtout dans l'obscurité. Cette vidéo nous montre que la justice finit par triompher lorsque l'on refuse de se laisser écraser. Ne laissez jamais personne vous faire croire que vous êtes sans défense, car votre esprit reste votre arme la plus puissante. Avez-vous déjà vécu une situation où une personne étrangère s'est montrée plus fidèle qu'un membre de votre propre famille? Comment avez-vous géré cette trahison? Partagez vos expériences dans les commentaires, cela pourrait aider d'autres personnes qui traversent